Pour ce qui est du poids économique de CAPA, c'est à peu près 800 millions de chiffre d'affaires cumulés. Donc ça, c'est pour tout l'écosystème. Excusez-moi, 800 milliards de chiffre d'affaires cumulés. Ça peut être 300 milliards d'impôts et taxes versés directement pour le compte de nos activités. C'est 13 usines aux normes internationales, 27 chaînes de production, plus de 100 centres de distribution, plus de 70 000 points de vente à travers le Cameroun. C'est 6 stations d'épuration des eaux usées. C'est à peu près 87% de déchets recyclés. C'est plus de 250 métiers, plus de 10 000 emplois directs et 100 000 emplois indirects. C'est plus de 2 900 sous-traitants et prestataires locaux, plus de 6 000 exploitants agricoles que nous soutenons dans la filière maïs. Donc c'est un ensemble d'entreprises qui forment donc une chaîne de valeur avec des effets multiplicateurs. Ça part depuis la production, depuis le champ, jusqu'à la table, en passant par les points de vente. Donc, c'est encore l'écosystème. Je ne sais pas si vous suivez la présentation avec moi. Donc, tout cet écosystème dense, n'est-ce pas, constitue un tissu économique, un relais pour d'autres pans de l'économie camerounaise. C'est aussi, les entreprises de CAPA font également face à beaucoup d'enjeux et défis, notamment les enjeux sociétaux, environnementaux. Au niveau de la réglementation, il y a l'imprévisibilité de l'environnement des affaires avec des lois fiscales qui changent, qui sont instables. C'est la pression fiscale qui s'intensifie avec le marquage fiscal dans des vignettes qui existent déjà, mais avec de nouveaux systèmes de vignettes qui sont imposés à l'industrie. C'est le commerce illicite et la contrefaçon qui nous rassemble, cette thématique qui nous rassemble ici aujourd'hui. Donc pour entrer dans le vif du sujet, je vais parler de manière grosso modo par rapport à l'industrie. C'est vrai que tout à l'heure, la collègue de Guinness est revenue sur les procédures de fabrication, les méthodes et les dispositifs de contrôle mis en place. Ici, c'est un peu le schéma de SABC qui a en place un plan de contrôle qui balaie en fait tous les processus de fabrication. Ici, c'est depuis l'achat de nos intrants jusqu'à la commercialisation. Et ce plan de contrôle intègre plusieurs étapes, donc par exemple le contrôle à la réception de nos ingrédients, le contrôle dans la fabrication, donc entre le conditionnement et la distribution proprement dite, avec des éléments de traçabilité qui permettent à un moment donné soit de rappeler un produit ou de le sortir du marché en cas de problème constaté. Enfin, dans le cadre du dispositif du contrôle qui est mis en place, il y a donc une sélection à la base de nos intrants qui est faite, et cela va, n'est-ce pas, de la sélection des fournisseurs, qu'ils soient à l'étranger ou au Cameroun, sur la base d'un certain nombre de critères que nous avons définis. Et ces fournisseurs sont évalués régulièrement afin d'améliorer et garantir, n'est-ce pas, l'amélioration continue de la qualité de nos produits. Et nous privilégions depuis à peu près 3 ans, n'est-ce pas, un recours à la matière première locale, avec la mise sur le marché des produits, on peut dire 100% camerounais. Et en l'occurrence, c'est le maïs camerounais qui nous est livré, qui est fourni par l'entreprise Maïscam. C'est le sucre camerounais. Nous prenons, par exemple, la totalité de la production de Maïscam. Nous prenons aussi une bonne partie de la production de ce sucre qui est même insuffisante parce qu'à côté de cela, il y a également la consommation nationale. S'agissant de la fabrication des boissons, nous avons mis en place un certain nombre dans nos process. Nous sommes assignés certaines missions pour répondre déjà aux standards internationaux qui nous sont imposés par nos partenaires. Et nous avons également, sur la base de la réglementation, donc
tout à l'heure, on a eu les exposés du MINIT qui assure la tutelle de la norme. Donc, nous nous attelons à respecter, n'est-ce pas, à être conformes, n'est-ce pas, à la réglementation avec la mise en place des certifications, avec la mise en place des normes camerounaises. Nos produits sont, comment dirais-je, sur les emballages, vous verrez bien à chaque fois, comme signe distinctif, comme c'est pour la bonne qualité des produits, la norme NC. Et nous bénéficions, n'est-ce pas, du support technique de nos partenaires internationaux, du genre Heineken, Coca-Cola. Tout à l'heure, Madame Godon est revenue en nous demandant, enfin, elle a parlé du produit Coca-Cola Solo. Alors, là, c'est un produit que je ne connais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons un produit que nous produisons sous licence, qui est Coca-Cola. C'est un produit qui est protégé et qui obéit, n'est-ce pas, à des standards assez forts. Nous sommes audités tous les ans par cette entreprise. Nous-mêmes, déjà, en tant que producteurs, nous sommes audités avec, n'est-ce pas, une évaluation qui nous permet de continuer. Sinon, on nous retire la licence. Donc déjà pour vous rassurer, n'est-ce pas, sur la qualité de ce produit-là, pour revenir précisément sur cette question. Et pour rester, n'est-ce pas, aussi performant, compétitif, étant donné qu'il y a quand même des importations qui sont permises au Cameroun et tout, nous nous attelons à renouveler nos investissements, nos équipements, à nous arrimer, n'est-ce pas, aux standards internationaux qui forcent la performance, la rentabilité, le rendement pour produire plus et répondre à la demande du marché. Donc, ça fait partie des engagements que nous avons également pris pour assurer toujours la qualité. Et sur ce slide, je ne sais pas s'il me suit, où on parle de l'art de brasser. Je me suis juste arrêtée dessus. Tout à l'heure, il y a l'expert du PDCE qui a essayé de rentrer dans les processus de fabrication en parlant du maltage, du concassage, de la fermentation, de la filtration et du conditionnement. Donc, je ne vais pas revenir sur ces étapes que nous avons l'obligation de suivre pour avoir à la fin un produit de qualité qui donne un goût particulier, parce que il faut savoir que nos produits sont des produits vivants. Ce sont des produits vivants et qui dit produit vivant dit risque, n'est-ce pas, de fermentation exagérée, risque de développement des bactéries, des microbes, et il faut respecter un certain nombre de critères pour avoir un goût spécifique de certaines bières, de certains jus. C'est aussi ça qui fait la différence, n'est-ce pas, des produits qui sont fabriqués de manière artisanale. Et sur ce point, ma collègue de Guinness tout à l'heure a relevé la différence de goût pour un habitué d'un produit. C'est aussi ces étapes-là que nous respectons à travers ces processus pour avoir toujours un produit de qualité identique sur le marché. Alors, au moment du conditionnement de nos produits, qui est la dernière étape, il y a le packaging. Le packaging est un élément de différenciation d'une boisson alcoolisée. Par exemple, nous avons au Cameroun, on peut dire déjà le packaging vert, le packaging boîte et le packaging PET. Imaginez une bière dans un packaging PET. Bon, on nous parle d'une certaine concurrence qui serait en train de développer un packaging en PET pour les bières, avec tout ce que nous savons compte tenu du fait que nous sommes sur les tropiques. Et c'est là aussi où vous, les consommateurs, les stations des consommateurs, vous allez davantage introduire, sensibiliser, n'est-ce pas, le consommateur pour savoir que deux éléments, il y a des éléments chimiques mis ensemble qui peuvent plutôt produire autre chose. Par exemple, pour ce qui est de la bière, nous pensons à SABC et même chez nos collègues de Guinness UCB que c'est le verre qui est approprié pour la bière.
nous le pensons, et c'est un peu ça. Et on peut, pour vérifier que le produit est authentique, il faut voir le profil de la bouteille. Je ne sais pas si je vais un peu me répéter parfois par rapport à ce qui a été dit précédemment par Guinness et tout. Il y a la teinte de la bouteille, il y a le bouchage. À chaque fois, vérifier si le bouchon est bien inséré et dans un certain gabarit et qui est pour les habitués. Ça, c'est des indices, des contrôles visuels que le consommateur doit pouvoir faire. Il y a même l'habillage, la conformité du standard qu'on connaît déjà. Lorsqu'on voit une autre bouteille qui est à peu près différente, ça, c'est les indices qui peuvent permettre au consommateur de déceler qu'il a en face de lui une bonne bouteille ou pas. Il y a même le datage, parce que nous avons mis en place un système de traçabilité depuis nos usines. C'est vrai qu'il y a le marquage fiscal qui peut être imposé avec SICPA, mais nos différentes usines ont depuis belle lurette acquis un équipement de datage de produits qui vous donne la date de production et qui vous permet de savoir et qui indique également la durée de vie de ce produit. C'est donc pour un consommateur averti, ça c'est des indices à regarder. C'est pareil pour le packaging en boîte. On fait aujourd'hui avec un certain grammage, parce qu'il y a également des soucis de préservation de l'environnement. Et ces boîtes peuvent également être recyclées. Donc c'est même une source aussi de revenus. On peut dire un moyen, n'est-ce pas, de développer une certaine économie circulaire avec ces boîtes, ces canettes qui sont mises sur le marché. Le bouchage, généralement, il est un type de languette d'ouverture. C'est des choses qu'un consommateur averti doit pouvoir savoir. Si la languette est un peu différente, c'est des signes que forcément la canette n'est pas, que le produit n'est pas de bonne qualité. Pareil pour les bouteilles PET qui sont scellées en PET, les bouteilles en plastique qui sont scellées, qui sont obtenues à partir d'un moule. Donc, pour un consommateur, vous allez regarder le bouchon, il doit être scellé et quand vous l'ouvrez, vous devez entendre un certain bruit. Ce tuce-là, si vous ne l'entendez pas, ça dit qu'il y a forcément un problème. Revenons maintenant à la distribution des boissons. Au moment où nous mettons les boissons sur le marché, nous nous assurons, n'est-ce pas, que nos produits sont repris dans un réseau qui est organisé. Au niveau de SABC aujourd'hui, nous avons un réseau de distribution qui obéit à un nouveau business model. Donc pour une zone précise, nous avons une usine et un distributeur. On a essayé un temps soit peu de professionnaliser ce métier, parce qu'avant il y avait beaucoup d'aventuriers. Évidemment, ça fait qu'à l'entrée on a mis des mesures, on peut dire des barrières à l'entrée. Aujourd'hui, pour être distributeur, il faut avoir un certain gabarit pour pouvoir travailler dans le canal de distribution de SABC. Et les bouteilles, ça fait que les bouteilles fabriquées à Douala, on sait à peu près là où on peut les retrouver. Donc, dit qu'une bouteille, par exemple, qui est retrouvée au nord Cameroun, nous sommes en droit de nous poser la question, comment est-ce qu'elle est arrivée là-bas? On saura directement qu'en fait, parce que le distributeur du nord, normalement, prend ses produits maintenant au nord. Celui du sud, il les prend soit à Douala, soit dans notre usine de Bafoussam. C'est un peu comme ça que nous avons organisé par rapport à la traçabilité de nos produits qui sont mis en vente dans le réseau Cameroun. Et évidemment, nous accompagnons ces actions avec des visites de marché. Nous avons une équipe, une force de vente qui passe sur les marchés, qui fait des visites terrain. Et lorsqu'il y a des choses, des anomalies qui sont constatées, nous pouvons en ce moment-là, de manière claire, saisir, pourquoi pas, la brigade du ministère du Commerce pour des actions de répression, de contrôle et de répression au cas où cela s'avère nécessaire. Alors, pour ce qui est de manière, grosso modo, pour la traçabilité de nos produits, s'assurer que la qualité est garantie, nous avons mis en place donc, un plan de contrôle qui balaie toutes les différentes étapes. En passant, j'ai envie de dire que nous avons acquis un système
dans notre système de production des outils automatisés que nous appelons aujourd'hui, qui sont on peut dire de nouvelle génération, on les appelle les usines 4.0, qui permettent même à toute heure de tracer comment est-ce que le produit se comporte à chaque étape de la production. Ça a été un investissement de plus de 15 milliards pour parvenir à obtenir des produits de très haute facture et déjà au niveau même de la fabrication, de sortir les rebuts. Il y a un système automatique. Lorsque le produit, la bouteille est peut-être mal remplie, lorsque le bouchon est mal scellé, il y a un système de détectage qui sort le produit de la chaîne. Donc ça n'arrive pas sur le marché et le produit est déversé et en fait le produit ne rentre pas dans le circuit de la commercialisation. Également, ça s'accompagne aussi des analyses microbiologiques. Nous sommes attelés à travailler régulièrement avec le Centre Pasteur et qui est, tout à l'heure, je pense que c'est quelqu'un du MINIT qui a évoqué les organes séculiers qui sont imposés par la réglementation. Donc, il y a ces contrôles microbiologiques qui sont faits à travers des études métrologiques et nos services de laboratoire. Parlons maintenant des éléments de qualité d'une boisson alcoolisée. Vous pouvez descendre. On ne le dira jamais assez. Lorsqu'on est habitué à boire une bière, on peut reconnaître certaines choses par le goût. Mais même quand on n'est pas consommateur, une boisson alcoolisée se reconnaît par sa brillance. La bière est quelque chose de lumineux. Et tout, on doit pouvoir, elle ne doit pas avoir de corps étranger. Elle doit présenter des bulles pétillantes. Donc, ça veut dire qu'une bière doit mousser. Si vous, tout à l'heure, c'est M. Ndi qui a parlé de la bière qu'on verse qui ne mousse pas. Une bonne bière doit mousser. Elle doit avoir une certaine arôme. Et pour ce qui est de nos produits, c'est l'arôme du houblon. Parce que ce houblon-là, c'est dans les mécanismes de fabrication et tout, où on obtient donc cet arôme très particulier. Et une bière doit avoir aussi une certaine amertume. C'est vrai que nous avons des alcools mixtes qui ont un certain dosage d'alcool réduit. Et ces bières sont appréciées par les femmes, à qui nous disons merci avec certains de nos produits que nous avons mis sur le marché tout récemment et tout. Dans les bières, la bière doit avoir la brillance. Ça, c'est une caractéristique première et elle doit mousser. J'aime bien cette image. Vous pouvez venir sur le verre de bière où on voit la bière. C'est ça. Donc, elle doit mousser, elle doit briller. Vous voyez la couleur, elle doit pétiller. Il y a également les bulles qui sont en fait le résultat du fait qu'il y a le CO2 dans la bière, donc du CO2 qui fait qu'on voit ces bulles. C'est un peu ça. Donc le corps de la bière doit pouvoir être visible. S'agissant maintenant des signes distinctifs d'une boisson contrefaite, je vais me répéter. On voit forcément une boisson trouble qui a des débris à l'intérieur. Parfois même l'arôme est différent, la couleur est inhabituelle, l'étiquetage est différent de celui qu'on a l'habitude de voir. La bière ne mousse pas. Et pour les eaux minérales, puisqu'on parle un peu des boissons, je vais égratigner un peu. Et tout, on a un codage sur les bouchons. Et tout, si vous regardez la bouteille que vous avez en main, il y a un codage. Et puis, également, si vous ouvrez une bouteille de jus, comme je disais, il y a pas ce petit bruit sourd à l'ouverture du bouchon, vous devez savoir qu'il y a un problème. Et quand c'est les boissons gazeuses, il faut cette espèce de tissot. On appelle ça le tissot. Exactement. Quand il s'agit des boissons gazeuses. Et pour revenir spécifiquement au cas de SABC, pour ce qui est des produits de la contrebande, nous avons un exemple patent des produits qui viennent parfois du Gabon. Sur nos produits, disons,
le cas de 33, Esport et Castel. Là-bas, le format est différent parce qu'au Cameroun, nous faisons de la 33, par exemple, en canette dans le format 50 centilitres, alors que là-bas, c'est du 33 centilitres. Il y a également la charte graphique, comme Béatrice disait tout à l'heure, la charte graphique est différente, même si c'est des entreprises d'un pays à l'autre. Ça fait partie également des mesures de protection de la production locale. Nous avons le souci déjà de faire fonctionner, de faire tourner nos usines, de créer plus d'emplois chez nous. Pourquoi aider un pays voisin? Donc nous sommes, même à l'intérieur du groupe Castel, les entreprises sœurs ont chacune adopté un certain nombre de mesures pour protéger leur marché. Évidemment, il y a cet estampillage de Made in Cameroun, produit au Cameroun par. On voit toujours. Et avec des codes, tout à l'heure, la représentante du ministère du Commerce nous a édifié davantage qu'il y a toujours 2 lettres, donc c'est un code alphanumérique, 2 lettres avec 14 chiffres plus suivent. C'est un peu ce que nous faisons aujourd'hui. Lorsque un produit est donc relaté, on peut remarquer que soit l'emballage est abîmé, soit le goût est différent, soit il n'y a pas de gaz dans le tube dont je parlais tantôt. S'agissant de la notion de prix, des prix conseillés, il faut revenir, c'est vrai que tout à l'heure, dans les présentations du MICMIC, ça n'a pas été évoqué, n'est-ce pas, que les prix, en fait, au Cameroun, sont fixés, sont validés par le ministère du Commerce. Ça, c'est une disposition ministérielle de la loi 002 du 10 janvier 2012. Elle rend obligatoire le dépôt préalable des barèmes de prix ou alors des tarifs de certains produits de grande consommation 15 jours avant leur mise en application. Nous avons vécu ce phénomène en 2019 lors du changement notoire qu'on a relevé dans la loi de finances qui a obligé l'industrie brassicole avec le relèvement des droits d'assises. Quelqu'un a posé tout à l'heure, le monsieur, je crois qu'il est parti. Les droits d'assises qui sont en fait un impôt à la consommation. Donc c'est un impôt qui est répercuté aux consommateurs. Nous, l'industrie, au niveau de l'industrie brassicole, on s'est indigné de ce fait parce que ça devait baisser déjà nos ventes. Mais nous avons pris sur nous d'absorber une partie de cette taxe parce que n'oubliez pas, notre pays est confronté à des difficultés avec les différentes guerres et tout. On a bien compris, on a compris cette préoccupation du gouvernement et on a absorbé, l'industrie a absorbé une partie de ces droits d'assises pour que le consommateur ne soit pas asphyxié. Et ça a été l'objet de grandes batailles. Finalement, aujourd'hui, je ne sais pas si on s'en sort, mais nous sommes encore debout. Et on s'est aussi indigné parce que la même loi, n'est-ce pas, parlait des produits de grande consommation. Au Cameroun, une grande curiosité, la bière est un produit de grande consommation. À côté des produits tels que le ciment, le pain, les sardines, la margarine, les pâtes alimentaires et tout. Mais nous ne bénéficions pas des autres exonérations que ces produits que je viens de citer là bénéficient. C'est une grosse indignation et nous espérons que ça doit être capturé, n'est-ce pas, dans les recommandations de ces assises. Donc, de manière spécifique, lors de la mise en place des prix, chaque entreprise donc, fait une lettre au ministère du Commerce en soumettant les prix de ces produits. C'est le ministère du Commerce qui valide. Et après validation, c'est après validation que l'entreprise peut maintenant diffuser les prix dans son écosystème, donc dans ses différents canaux de distribution, donc les afficher, faire des lettres par les lettres clients aux distributeurs, aux détaillants, les afficher dans les centres de distribution, dans les centres les centres commerciaux. Mais lorsque le prix, l'impact, n'est-ce pas, doit être répercuté au consommateur avec, par exemple, le prix public conseillé, parce que c'est le ministère qui fixe le prix. Il faut partir d'ici en sachant que c'est le ministère du Commerce qui fixe le prix public conseillé. Ce prix public conseillé, maintenant, nous nous attelons à ce que tout l'écosystème, donc
de manière en général, quoi, jusqu'aux exploitants de débit de boissons reçoivent dans la note officielle de ces prix-là. Nous faisons donc de l'information à travers des affichages, des flyers. Nous essayons également de nous assurer par des moyens propres de contrôle que ces prix sont respectés. Et c'est là aussi où nous faisons appel à ces syndicats des exploitants des débits de boissons avec les associations de consommateurs pour nous assurer que nos prix sont vraiment vendus au prix qui est homologué. Et dans la mise en œuvre, s'il y a un problème, en ce moment, c'est évidemment la brigade du ministère du Commerce qui doit intervenir pour s'assurer qu'il n'y a pas d'inflation, que le consommateur est quand même protégé. Jusque-là, je pense que ces actions sont faites. Peut-être qu'elles restent insuffisantes et donc, je ne sais pas, les addicts doivent pouvoir nous remonter. C'est vrai que ça fait un moment, on ne reçoit plus de plaintes des prix qui ne sont pas respectés sur le marché. Qui dit ça? Nous sommes là. Finissez d'abord. Finissez. Qui respecte? On est là, finissez. Qui respecte? Donc, comme je disais tout à l'heure, dans la phase opérationnelle, il y a la validation interne des prix et du tarifaire. L'information du ministère nous informons le ministère du Commerce avec une lettre explicative du changement de prix pour approbation. Une fois que l'approbation est obtenue, nous informons par lettre nos clients, distributeurs détaillants et toute la clientèle. Et puis nous procédons par affichage des nouveaux tarifs dans nos centres de distribution et une lettre d'information des services décentralisés, une lettre envoyée dans les services décentralisés du ministère du Commerce afin que nos prix soient connus par tous et permettre qu'au moment des contrôles sur le terrain, que des vérifications nécessaires puissent être faites. Voilà en gros ce que j'allais dire sur cette partie qui concerne l'homologation des prix et leur mise en œuvre sur le marché. J'en ai terminé et je vous remercie de votre attention.